Sadrina Chergui. Voilà. Allez, on y va. Il est l'heure, hein? Ah ben oui, c'est parti. Bon. Ok, donc ça c'est bon. Donc bon, on va commencer. Il est l'heure. Messieurs, dames, madame, nous commençons. Il est l'heure. On va commencer par faire l'appel. Donc, je suis présent. Isabelle Giraudot, Christian Faure, Fabienne Rastol, Patrick Darmé, Mélanie Tichanet a donné procuration à Madame Chergui, Éric Ménard, Patricia Pelvreau a donné procuration à Bernard Delteil, Irène Chouartola, Pascal Placé, Bénédicte Poupon, Samuel Perrache a donné procuration à Bernard Delteil. Jusqu'au 1er juin, on a droit à 2 procurations par conseiller. Ah ben non, elle est là. Bon, donc il n'y a pas de procuration. Elle est là, voilà. Donc Samuel Perrache, Jennifer Balesdan, Sylvain Saïdi, Béatrice Laméra, Gaylord Roisin a donné procuration à Bénédicte Poupon, Sadrina Chergui, Dominique Laroche, Gaëla Léonardi, absente, Lydia Bétille, Didier Laouillot, Marie-Christine Lacampagne, absente. Ok. Voilà. Donc ça, c'est une procuration. Donc on va... il faudrait un ou une secrétaire de séance. Une secrétaire de séance. Qui consiste à rapporter les propos qui ne seraient pas contenus dans les délibérations déjà écrites. Béatrice, oui, c'est pas sous la chaise. Voilà, donc vous avez toutes et tous reçu le procès-verbal du conseil municipal du 12 avril dernier. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Pas de remarques? On va passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Premier point à l'ordre du jour, la modification du plan local d'urbanisme. Et que nous avons approuvé un nouveau plan local d'urbanisme au mois de juin 2018. Et que dans ce plan local d'urbanisme, il était déjà prévu dans le plan d'aménagement et développement durable, une limitation du nombre de constructions sur les 7-8 années à venir. Or, il s'avère que ce qui était prévu se révèle insuffisant pour limiter d'une manière significative les divisions parcellaires. Donc, ce que je vous propose, en complément de la mise en place du périmètre de considération pour lequel nous avons délibéré au mois de décembre, d'engager une procédure de modification afin de le faire évoluer sur un certain nombre de points. Donc d'abord accompagner la mise en place du périmètre de prise en considération, redéfinir la structure des zones urbaines hors zone économique constitutive de l'enveloppe bâtie principale de la façon suivante. UA pour le cœur de bourg, ce qui ne changera pas, UB pour les secteurs périphériques au bourg et UC pour les zones urbaines restantes. Il sera aussi question de revoir la délimitation des zones UH, dans lesquelles des erreurs matérielles ont été répertoriées, et pour aussi délimiter et supprimer des OAP existantes en lien avec ces zones, en maintenant bien sûr l'objectif de maintien de l'aération des hameaux existants. Donc évidemment, un bureau d'études d'urbanisme sera chargé de la réalisation de la modification du PLU.
Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette procédure de modification du PLU? Pas de questions? On va passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vous savez que nous avons délibéré le 21 décembre 2020 concernant le compatibilité du PLU à propos du projet Claudia. Donc nous arrivons à une phase qui s'est terminée, qui est la concertation préalable, avant le lancement de l'enquête publique. Et donc il convient d'approuver, donc de délibérer sur le bilan de la concertation. Donc on peut peut-être passer directement... Oui, sur le bilan. Donc la concertation a eu lieu du 25 mars au 24 avril. Ouais, d'accord. Voilà, donc ça, le bilan de la concertation a été réalisé par donc notre bureau d'études, Altereo. Donc, comme je vous l'expliquais, cette concertation s'est tenue du 25 mars au 24 avril. Il y avait le dossier qui était en consultation aux heures et jours d'ouverture de la mairie. Il y a eu deux remarques. Deux remarques ont été exprimées, donc voici les réponses apportées. Donc la réponse apportée à la première remarque, le projet Claudia de mobiliser une ressource foncière de 3 hectares. Il s'agit d'une approche très économe de la consommation d'espace pour permettre une utilisation optimisée de l'énergie produite lorsque celle-ci n'est pas consommée. À titre de comparaison, le poste électrique existant, RTE Enedis, présente une emprise d'environ 10 hectares déjà. Parce que la première remarque portait surtout sur les 3 hectares qui étaient mobilisés pour le stockage de l'énergie électrique. La deuxième remarque portait sur le lien qu'il y avait avec le projet Oriseo. Donc le projet Claudia, réponse, permettra, lorsqu'il y a un surplus d'énergie, de la stocker. Ce surplus d'énergie peut venir de différents modes de production. Lorsque le réseau électrique connaîtra un manque d'énergie sur le réseau, le projet Claudia restituera de l'énergie sur celui-ci. Il convient de préciser que le projet n'a pas de rapport avec Oriseo et fait suite à un appel d'offres lancé par RTE pour assurer une optimisation du réseau électrique national et faire face aux pics de consommation. Ce sont des éléments qu'on connaissait nous déjà, qui sont dans le dossier de la concertation et dans le dossier qu'on avait étudié lors de la délibération. Le présent bilan met en avant les points suivants. Les modalités de concertation définies par la délibération de prescription du PLU ont été mises en œuvre au cours de la démarche. Les moyens spécifiques de participation mis à disposition du public, mail, registre, depuis l'engagement de la procédure, n'ont recueilli qu'un faible nombre de remarques, révélant notamment que peu de personnes ont fait la démarche de se déplacer en mairie pour prendre connaissance des documents mis à leur disposition et en faire le commentaire. Les remarques déposées dans le registre expriment des préoccupations légitimes puisqu'elles sont en rapport avec la recherche d'un équilibre délicat entre les différentes composantes de la commune ainsi que la préservation d'un cadre de vie de qualité. Toutefois, les réponses apportées à ces remarques permettent d'appuyer la modération de la consommation d'espace suivie par le porteur de projet afin de répondre à un besoin exprimé par RTE
pour optimiser le réseau public national et mieux répondre aux pics de consommation. Voilà. Voilà le bilan de la concertation, qui est assez succinct, évidemment, vu le faible nombre de remarques que nous avons eues. Voilà, ce que je vous propose, après débat, bien sûr, si vous avez des remarques à faire sur ce bilan, ensuite de délibérer. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires ou des remarques à faire sur le bilan de la concertation, sachant que dès que nous aurons délibéré, va s'enclencher la prochaine étape, qui sera l'enquête publique. Donc dès que nous aurons délibéré, je ferai un courrier, je prendrai un arrêté pour saisir le tribunal qui puisse nommer un commissaire enquêteur qui, lui, va se charger de l'enquête publique qui durera, là aussi, 1 mois. Normalement, entre le 15 et le 20 mai, ça démarrera jusqu'au 15-20 juin, à peu près. Voilà. Est-ce que vous avez... oui. Ce dossier. Alors, est-ce que l'enquête publique va permettre après d'avoir plus d'intervention des particuliers ou d'autres personnes qui n'étaient pas vraiment au courant, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est surprenant. Oui, le projet Claudia, il était aussi, le dossier figurait aussi sur le site internet de la mairie, de la commune. Voilà, il faut espérer que l'enquête publique ait davantage de succès, parce que le commissaire enquêteur risque de s'ennuyer fort quand il sera sur place. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je vous propose de passer aux voix. Donc je vous propose de tirer le bilan et de la concertation, c'est ça? Voilà, et donc d'approuver ce bilan. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, modification des statuts de la communauté de communes de Montesquieu. C'est ça? Voilà, et donc d'approuver ce bilan. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Modification des statuts de la communauté de communes de Montesquieu. Un certain nombre d'évolutions. Donc il y a d'abord, pour répondre à des évolutions législatives et réglementaires de Montesquieu, puisque les différentes compétences optionnelles ont été modifiées, avec des dénominations en fonction d'un certain nombre d'évolutions. Optionnel, maintenant c'est obligatoire. Donc il y a d'abord, pour répondre à des évolutions législatives et réglementaires, donc puisque les différentes compétences optionnelles ont été modifiées, avec des dénominations, il y a des intitulés de certaines compétences qui ont été changées, comme la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et de prévention des statuts ont été modifiés en conséquence. La maison de service au public qui est labellisée France Service, de certaines compétences qui ont été changées, comme la partie GEMAPI au sein des statuts, milieux aquatiques et de prévention des inondations. Modifier la compétence action de développement économique en action de développement économique, création, aménagement au sein des statuts. Il faut aussi modifier tout le texte, la compétence action de développement économique en action de développement économique, création, aménagement, entretien, au lieu de tout le texte. Voilà, mais le plus important, j'attire votre attention sur la compétence 6 lignes, au lieu de 4 compétences a été prise par la communauté de communes. Le plus important, j'attire votre attention sur la compétence mobilité. Elle implique un certain nombre de choses, a été prise par la communauté de communes. Tout permettra à la communauté de communes d'organiser des services réguliers de transport public de personnes. Ce qu'aujourd'hui, elle ne fait pas. Elle permettra à la communauté de communes d'organiser des services réguliers de transport public de personnes. La demande, ce qu'aujourd'hui, elle ne fait pas. Elle le fait déjà. Elle n'a pas la compétence. Organiser des services de transport scolaire. Organiser des services de transport qu'elle ne fait pas. Elle n'a pas la compétence. Aujourd'hui, elle le fait déjà. Organiser des services relatifs aux mobilités actives, ce qu'elle ne fait pas. Elle n'a pas la compétence. Contribuer au développement de ces mobilités.
Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur et contribuer au développement de ces, c'est le covoiturage, ce qu'elle ne fait pas. Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres solidaires et contribuer au développement de tels services, c'est le covoiturage. Ou verser des aides individuelles à la mobilité afin d'améliorer l'accès à la mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services en situation de vulnérabilité. Ou verser des aides individuelles à la mobilité afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes de handicap. En situation de vulnérabilité dans le cadre de son action sociale, l'action sociale des personnes en situation de handicap. Ça, donc, ce qui implique un certain nombre de choses très importantes pour aussi les communes, implique un certain nombre de choses très importantes pour la compétence et dont la mobilité implique que la compétence mobilité implique que la compétence transport scolaire. À terme, va reprendre la compétence transport scolaire. D'ores et déjà à l'étude, à l'étude, la communauté de communes puisse redéléguer, comme la région le fait pour la commune, le fait pour la communauté de communes, retransfère la compétence transport scolaire de manière à laisser les communes libres d'organiser sur leur territoire le transport scolaire qu'elles souhaitent. Mais c'est important de le souligner, et c'est sûr ce qui est important, c'est le premier point, organiser des services réguliers de transport public de personnes. Ce qui permettra de développer des transports publics, comme pour Bordeaux Métropole le fait sur son territoire. La communauté de communes de Montesquieu pourra le faire sur son territoire. Ce qui implique aussi que la communauté de communes va récupérer le versement mobilité des entreprises. Chaque collectivité qui organise des transports, qui est organisatrice de transport de premier rang, perçoit le versement mobilité des entreprises, ce qui lui permet de financer des transports, des lignes de transport. Ce sera le cas de la communauté de communes de Montesquieu. Voilà. Alors après, il faut déterminer le montant que ça va rapporter, puis le budget qui sera dégagé, puis quelles sont les lignes, là où les lignes, dans un premier temps, peut-être une ligne, puis deux, puis voilà. Donc, qui pourront être mises en œuvre au sein du territoire de la communauté de communes. Je pense que ça, c'est très important pour un service qui va être apporté à la population, puisque nous avons un déficit énorme de mobilité sur le territoire de la communauté de communes, avec des communes qui sont très espacées les unes des autres, surtout dans la partie ouest, qui est la nôtre, entre Léognan, Socats, il y a 8 km, Socats, La Brède, il y a 6 km, Socats, Cabanac et Villagrin, il y a au moins 5 km, et ainsi de suite. Donc ça va être très important de pouvoir développer des lignes de transport pour permettre aux habitants de la communauté de communes de se déplacer vers les différents lieux, voire les gares pour prendre le train, ou d'autres lieux importants. Voilà les modifications des statuts de la communauté de communes de Montesquieu. Alors il y en a un peu d'autres, nouvelle rédaction de l'intitulé de certaines compétences. Bon, je crois que vous avez eu, tout le monde l'a eu. Voilà, tout le monde a vu ça. Donc je crois que c'est pour moi, le plus important, c'était la prise de compétence de la mobilité. Oui. Oui. Obligatoire, c'est déterminé par la loi. On n'a pas le choix. Optionnel, il faut qu'il y ait la définition d'un intérêt communautaire. Et facultatif, c'est à la libre à appréciation. De la communauté de communes, bien sûr. Voilà. Oui. Oui. Non. C'est 3/4, je crois. C'est 3/4 des conseillers municipaux représentant la moitié. Alors, elles sont toujours soumises à un intérêt communautaire dont la définition, la modification requiert la majorité des 2/3 des suffrages exprimés au sein de l'organe délibérant et non pas des membres en exercice de l'organe délibérant. Donc c'est la majorité des 2/3 au sein du conseil communautaire. Voilà. Représentant la moitié de la population, normalement, non? C'est pas marqué. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a une idée du coût? Non, tout ça, ça va venir après. On ne peut pas faire avant. Ça ne sert à rien, puisqu'il aurait fallu que la communauté de communes mandate un bureau d'études avant d'avoir la compétence. Ce n'est pas possible. Il est quand même intéressant de savoir combien ça coûte avant de lui en donner la compétence, me semble-t-il. Mais ça, ce n'est pas possible. La loi ne le permet pas. Eh bien, oui.
à quel titre tu peux mandater un bureau d'études sur une compétence que tu n'as pas. Voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est le fait accompli, quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc après, on fait avec le versement mobilité, plus les recettes. Est-ce qu'on sait combien ça fait? Est-ce qu'on sait combien ça coûte? Enfin, moi, ça me paraîtrait... Je pense qu'il y en a certains qui savent déjà un peu. Mais je pense aussi, mais voilà. Je suis jeune là-dedans, je vais pas donner des conséquences, et pour quelque chose dont on sait Non, pas non, ce la que région ça- n'exerce pas sur la communauté de communes. et qui se retranscrira, si effectivement ça coûte plus cher que ça se retranscrira par des augmentations d'impôts locaux. Alors, il faut quand même faire confiance aux élus de la communauté de communes pour ne pas mettre en œuvre des lignes qui seront déficitaires dans une grande proportion. L'intérêt communautaire, il va prévaloir sur la mise en place de lignes. Et dans un premier temps, je pense que ça sera une ligne. Ça sera réduit, puisqu'on va adapter, il est prévu d'adapter, de conditionner les lignes, là où les lignes de transport, au budget que l'on aura. La communauté de communes n'a jamais engagé des décisions qui allaient mettre en péril ou augmenter des taxes, puisque depuis que la communauté de communes perçoit la taxe foncière, elle n'a pas augmenté le taux. Voilà. C'est la philosophie. Ah ben oui, parce que sinon, c'est pas la peine, quoi. Voilà. De toute façon, il est toujours plus intéressant de donner l'opportunité à une administration d'avoir une compétence, qu'elle déclenche ou qu'elle ne déclenche pas. Et après, en effet, comme tout bon gestionnaire, il y aura une étude on va dire de rentabilité. Hein. On ne va pas ouvrir des lignes qui ne sont pas rentables. Et puis en plus, on sait que il y a un besoin. Il y a un besoin, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Bon, je pense qu'on peut passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, vous avez le point suivant, c'est la présentation du rapport d'activité de la communauté de communes de Montesquieu. Vous avez pu toutes et tous pu prendre connaissance du rapport d'activité pour l'année 2020. Je pense que vous l'avez lu dans ses moindres détails. Voilà, ça retrace l'activité de la communauté de communes et de ses différents services. Vous l'avez vu, hein, même si on le lit en diagonale, c'est impacté par la crise sanitaire, hein, puisqu'il y a des recettes en moins, il y a des dépenses en plus, ça fait comme dans toutes les collectivités, c'est pareil, quoi. Donc les services fermés, etc., les adaptations, les plans de continuité d'activité, les plans de reprise d'activité, etc., quoi. Voilà, donc ça a été impacté, on le verra aussi tout à l'heure dans le rapport concernant, par contre on n'a pas mis là, on a oublié les déchets. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport d'activité? On voit qui est contre, qui s'abstient. Merci. Ensuite, le point suivant concerne la planification des familles et l'actualisation du barème CAF, Caisse d'allocation familiale. Vous savez que pour déterminer la tarification des services communaux, d'accueil périscolaire, d'accueil extrascolaire, séjour de vacances, etc., et du repas au restaurant, nous appliquons des taux d'effort dégressifs en fonction du nombre d'enfants appliqués aux revenus bruts déclarés par les familles. Nous avons reçu les nouveaux montants de ces ressources pour l'année 2021. Donc vous les avez là, ressources mensuelles planchées 711,62 €. Elles sont mensualisées bien sûr, hein, c'est pour le mois, évidemment. Et ressources mensuelles plafond 5 800 €. Il faut faire un petit retour en arrière avec le tableau, si c'était possible. Voilà, ce qui se passe, c'est petit,
Est-ce que peut-être on peut grossir? Voilà, juste sur cette partie-là, en haut. On va recommencer par là. Voilà. Ouais, voilà, ouais. Donc nous n'avions pas délibéré en 2020 parce que nous n'avions pas reçu d'information de la Caisse d'allocation familiale sur une modification de ces ressources mensuelles planchers, de ces ressources mensuelles plafond. Or, en 2020, les ressources mensuelles ont été sérieusement modifiées. Bon, les ressources mensuelles planchers ont été très très peu modifiées. Et c'est les ressources mensuelles plafond qui ont été modifiées puisqu'elles sont passées de 4000, on les a là. C'est marqué où? Je vois rien. Ah, c'est là, oui, c'est tout flou pour moi, donc voilà. Pour tout le monde. Donc ça va alors. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Et voilà. Donc oui, c'était de 4174,62 et la CAF l'a passé l'année dernière à 5600 €. Et cette année, donc, elle passe à 5800 €. Donc pour le plancher, vous voyez, c'est de 687,30 € à 711,62 €, une augmentation extrêmement minime. Donc cela a un impact important, puisque vous avez les taux d'effort en termes de tarification du repas pour le restaurant scolaire, ce qui implique, on continue, allez, vers la droite, voilà, bon, ça serait bien de garder le, si c'est possible, de garder le taux, oui, voilà. Donc si on prend les revenus maximales, aujourd'hui c'est comme ça, hein. Donc on a sur 4 878,62 € pour une famille qui est au plafond de revenus, on applique pour un enfant le taux d'effort de 0,104%, ce qui fait que l'on a un prix de 5,07 € le repas pour un enfant, pour une famille qui perçoit plus au moins 4 878,62 € par mois. Et pour et donc ça donne 0,71 € pour une famille qui perçoit 687,30 € et qui a un enfant. Le changement de ressources plafond, si on applique tel que le taux d'effort avec le revenu de 5800 €, on va exploser le tarif du repas. Et il faut savoir que nous n'avons pas le droit de faire payer un repas au-delà du coût de revient pour la collectivité, ce qui est normal. Ça me paraît être la moindre des choses. On va revenir en haut, le tableau du milieu en haut. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes à 5,07 €, ce qui est inférieur au prix de revient, bien sûr, puisque c'est celui que l'on fait payer depuis 2019. Donc, avec une inflation pour 2021, entre 2020 et 2021 de 2%, on arrive à 5,17 €. On est encore à un tarif inférieur au prix de revient du repas. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre ce 5,17 € comme base pour déterminer le tarif maximal, puisque avec des revenus de 5800 € et un enfant, on ne peut pas faire payer plus cher. On ne peut pas aller au-delà. Donc c'est d'appliquer 5,17 € divisé par 5800 € et on obtient à ce moment-là le taux d'effort, voilà, de 0,0891%. Et ensuite, d'appliquer les taux de dégressivité qu'il y a dans le tableau supérieur en fonction du nombre d'enfants, pour obtenir les taux d'effort pour 2 enfants, et le taux d'effort pour 3 enfants, pour 4 enfants, ainsi de suite. D'avoir la même règle. Ce qui fait que le prix du repas, bien sûr, diminue en fonction du nombre d'enfants. On est à 5,17 € pour un enfant, 4,30 €
quand on a 2 enfants et 3 autres, ainsi de suite. Mais ça, je pense que beaucoup de personnes connaissent le fonctionnement. Voilà ce que je vous propose. Donc, dans la délibération, il y a 2 aspects. Délibérer pour appliquer donc les revenus planchers plafonds de la CAF et modifier les taux d'effort pour le calcul du repas à la cantine de manière à pouvoir respecter la loi et ne pas dépasser le revient du repas sur le cas de figure le plus onéreux pour les familles. Est-ce qu'on peut aller l'autre, voilà. Donc voilà ce que ça donne, hein. Donc 4,17 €, 5,17 €, 4,30 €, 3,39 € après 4 et 5 enfants, évidemment c'est pareil. Et en ce qui concerne les revenus de 711,62 €, ben on est à 0,63 € le repas, puis 0,53, 0,42, 0,32, voilà. Voilà la dégressivité. Ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a quasiment une parité entre... Si vous divisez par exemple 5800 par 711, vous allez avoir un ratio de 8 et quelques, hein, c'est 8 fois supérieur. Et c'est la même chose entre le prix de 5,17 € et 0,68 €. Vous pouvez vérifier, c'est 8,15 et 8,2 dans les 2 cas de figure. Donc la CAF fait en sorte qu'il y ait la même proportion, la même proportionnalité entre les hauts revenus et les bas revenus. Et ça se traduit donc et évidemment dans le prix des repas. Voilà. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de ne rien changer au reste de la grille. Et on verra lors du conseil prochain une remise à jour pour les autres tarifs. Et là, il y a moins d'urgence. Il y a moins d'urgence puisqu'on ne l'appliquera pas, ce tarif-là, sur le mois de mai. Donc, ce sera à partir du 1er juin. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Micro. Oui. Et oui. 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 Très légère, oui. Très légère, oui. Oui, parce qu'on passe de 680, on peut remonter un peu, juste un tout petit peu pour voir le revenu. Voilà, on passe de 687 à 711 en 2 ans. Alors c'est 0,59 aujourd'hui, ensuite ça va passer à 0,53. Voilà, après il y a 0,47, c'est 0,42, bah oui. Voilà. Mais en pourcentage, ça revient quasiment au même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez, parce que c'est pas simple, hein, avec la forte augmentation des revenus plafonds, c'est très étonnant. Oui, ils sont concernés, bien sûr. Voilà, donc des précisions concernant le plancher fixé par la CAF. Il correspond dans le cadre du RSA au montant forfaitaire garanti à une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait logement. Voilà, le plafond, lui, il a été déterminé par la Caisse nationale d'allocation familiale. Il est indiqué là dans le courrier de la CAF que nous pouvons décider de poursuivre l'application du taux d'effort au-delà du plafond. En accord avec la CAF, et on devra le mentionner dans le règlement de fonctionnement, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent.
vois pas trop d'intérêt à le faire dans la mesure où la progressivité est vraiment très significative et que l'on s'approche quand même du coût de revient du repas pour le taux d'effort appliqué aux revenus plafond. Ça paraît raisonnable. Vous me dites, hein, on est là pour débattre. Hein, on n'a pas eu l'occasion de le faire l'année dernière. Vous n'avez pas ces chiffres-là. Est-ce qu'il y a des... Alors là, on n'a pas eu le temps de faire un... Non. Le taux, c'est le plus représentatif. La catégorie de population, aujourd'hui la population la plus importante, c'est les revenus autour de 1500 euros. La catégorie la plus importante. Qui représente de 30%, même pas 30%. Après, je ne sais pas dans cette catégorie le nombre d'enfants qui sont concernés. Puisque les enfants, pas d'enfants, ça arrive. Après, je pense qu'il faut l'appliquer pendant une année pour pouvoir, à la fin de l'année, faire un bilan pour voir vraiment et puis voir si le logiciel que l'on a nous permet aussi de faire des fourchettes de salaire sur les parents, quoi, hein, pour avoir un peu une vision de la population de l'école. Il y a eu une estimation de fait par rapport à ces propositions de nouveaux tarifs au regard des enfants qui sont aujourd'hui à l'école, pour voir la projection par rapport à ce qui rentre aujourd'hui et demain ce qui pourrait rentrer. Mais c'est surtout par rapport justement au delta que la commune pourrait avoir à compenser. Est-ce que ça a été fait? Alors, nous avons eu ces barèmes très récemment. Donc on n'a pas eu le temps de se projeter. Et ce qui serait intéressant de se projeter, c'est plutôt à partir du mois de septembre, parce que là, ça sera sur un mois. Donc on va pas... J'arrive à l'estimation même sur une année. Hein. Oui, c'est-à-dire que là, il faut... c'est très compliqué, puisque le taux d'effort s'applique à chaque revenu. Donc la simulation doit se faire taux d'effort par revenu. Donc il y a... c'est pas 300 familles, il faut multiplier le taux d'effort pour chacune des 300 familles. C'est un sacré travail. Voilà. Donc on n'a plus le temps de le faire, mais on pourra le faire. Oui, ou après, on peut faire des fourchettes. Des tranches, oui. Oui. C'est plus facile de faire des tranches à peu près. Parce que là, c'est un peu compliqué à faire dans la mesure où c'était plafonné à 4 800 euros. Donc c'est pas 300. Avoir des revenus supérieurs à 4 800 euros se verront appliquer le taux d'effort sur leur revenu réel. Ils n'ont pas plafonné. Donc ils vont payer plus cher. Mais comme on baisse le taux d'effort, ils vont payer plus cher, mais moins cher que ça n'avait pas baissé le taux d'effort. Et ensuite, pour les bas revenus, ils vont payer moins cher. Voilà. Donc à partir de quand, comment ça va s'équilibrer tout ça, je ne sais pas. Là, vraiment, on manque de honnêteté. C'est tout l'art de l'administration française de faire des choses compliquées quand on peut faire ça. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est juste la première colonne. Donc après, il restera aussi le périscolaire, Voilà. la message, le sport vacances, il y aura tout à revoir, quoi. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires? On va passer au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, et donc l'ordre du jour est épuisé. Donc il n'y a pas de questions diverses. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Si je me permets de faire un petit rappel, je vous ai envoyé un mail cet après-midi concernant les élections départementales et régionales les 20 et 27 juin. Ouais, ça va être pas possible. Les bureaux sont démontés. Ça veut dire qu'il y a faut 2 fois plus de monde pour continuer les bureaux que les années précédentes. Alors,